Si vous trouviez une boîte à puzzle magique qui libère des démons sadiques de l'enfer, que feriez-vous? Ces créatures vont vous torturer de la manière la plus brutale qui soit. C'est pourquoi je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre les Cénobites dans Hellraiser. Cette fille va se montrer plus maligne que 6 démons terrifiants. Riley traîne avec son petit ami et en a assez d'être fauché. Mais Trevor a une idée louche. Il révèle que l'entrepôt d'un milliardaire contient quelque chose, mais que personne n'est jamais allé le chercher. Il ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça doit avoir de la valeur, et il suggère qu'il le vole pour le vendre au marché noir. Riley accepte de l'aider, mais elle va vite découvrir que c'est sa plus grosse erreur. Cette nuit-là, ils se rendent à l'entrepôt et enquêtent sur le conteneur de stockage. Une fois le conteneur d'expédition ouvert, ils découvrent qu'il ne reste plus qu'un coffre-fort, et ils commencent à le forcer. La fille fait sauter la serrure et le petit ami parvient à ouvrir le coffre en faisant levier, révélant une petite boîte à l'intérieur. C'est étrange, et quand Riley vérifie ce qu'il y a dedans, elle découvre ce que le milliardaire cachait. Il s'agit d'un artefact qu'aucun des deux ne reconnaît, et Riley décide de le résoudre sans se rendre compte que ça va tuer tous ceux qu'elle aime. Plus tard dans la nuit, Riley rentre chez elle quand son frère Matt la surprend. Il exige de savoir où elle était, soupçonnant qu'elle a peut-être fait une rechute. Mais la femme insiste sur le fait qu'elle est clean. Il voit bien que sa sœur ment, et il la met à la porte de son appart, refusant de la soutenir plus longtemps. Après avoir fait ses bagages, la jeune fille quitte l'appartement et se dirige vers sa voiture. Elle a perdu la seule personne qui s'est toujours occupée d'elle, et elle commence à ranger ses affaires, quand soudain, elle aperçoit sa boîte de pilules. Elle a l'intention de passer à autre chose, et les jette dans la rue. Mais alors qu'elle prépare sa voiture, Riley remarque l'étrange cube qui se trouvait dans le conteneur de stockage. Se sentant désespérée, elle ramasse les pilules et les prend avant de se rendre dans un parc voisin avec l'artefact. La jeune fille s'assoit sur un manège, inspecte l'objet et se rend compte qu'il s'agit en fait d'un puzzle. En déplaçant les pièces, elle découvre qu'il y a un trou au centre, et elle y glisse le doigt. L'artefact s'ouvre soudain, et dès qu'elle le remet comme avant, une lame tranchante comme un rasoir en sort. Elle ne comprend pas pourquoi une boîte à puzzle serait conçue pour blesser quelqu'un de la sorte, mais la jeune fille commence à se sentir faible et s'effondre sur le manège. Les pilules font effet, et elle tourne sur elle-même, profitant de l'euphorie, mais elle aperçoit une créature qui l'observe au loin. Terrifiée, Riley se lève et entend une voix qui insiste sur le fait que la lame lui était destinée. La jeune fille ne sait pas ce qui se passe, et une autre créature apparaît soudain, lui disant de les rejoindre ou de choisir la prochaine victime. C'est alors qu'elle voit un démon dont la tête est recouverte d'épingles appuyé sur un bouton de la boîte. Elle tente de l'arrêter, mais il est trop tard. Des chaînes sortent soudain du corps de Riley et se dirigent directement vers son frère. De l'autre côté de la ville, Matt se réveille d'un cauchemar inquiétant, et il a l'intuition que quelque chose de grave est arrivé à sa sœur. Quittant l'appartement, il part à sa recherche et aperçoit la jeune fille évanouie sur le manège. Inquiet, le frère court jusqu'à l'aire de jeu pour la voir, mais elle est complètement dans les vapes. Curieux, il s'empare de la boîte à puzzle, mais se coupe avec la lame. Et il ne se doute pas que cette erreur va tout gâcher. Ok, c'est terrifiant. Riley vient de voler une ancienne boîte à puzzle dans le conteneur d'un milliardaire, et maintenant elle est hantée par des démons. Plus elle s'accroche à cet objet, plus ces créatures risquent de la mettre en danger. Mais la vérité, c'est qu'il y a déjà beaucoup de signaux d'alarme qui laissaient présager que ce casse allait terriblement mal tourner. Tout d'abord, si on s'attend à ce que des milliardaires gardent leurs biens de valeur dans cet entrepôt, on peut être sûr qu'ils souhaitent bénéficier de la meilleure sécurité possible. Ce qui est étrange, c'est que cet endroit ne semble pas avoir de caméra ou de garde de patrouille. Et c'est un scénario tellement idéal pour un vol qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un coup monté. Le problème suivant, c'est que ce gigantesque conteneur d'expédition contient un minuscule coffre-fort, qui aurait facilement pu être entreposé dans le manoir du milliardaire. S'il n'est pas là à cause de sa taille, ni à cause d'une sécurité supplémentaire, la seule conclusion rationnelle, c'est que ce qu'il contient doit être trop sensible pour être associé à son propriétaire. Pour ne rien arranger, si vous regardez bien la boîte en bois, vous verrez qu'elle est couverte de gouttes de sang, et que le coffre-fort lui-même est taché. C'est un signe clair que l'artefact a une histoire troublante, et un couple de junkies qui veut se faire de l'argent facile ne devrait pas s'approcher de cette chose. Si nous voyons déjà des démons, nous devrions nous débarrasser de cette boîte avant de nous exposer à un plus grand danger. Mais heureusement, ces créatures nous ont déjà donné beaucoup d'informations que nous pouvons utiliser à notre avantage. Sur le terrain de jeu, elles ont d'abord mentionné que cette lame lui était destinée. Puis, elles ont exigé qu'elle leur apporte une autre victime. Si on met tout ça bout à bout, il est clair que c'est cette boîte à puzzle qui les a amenés ici, et que la personne que cette lame coupera sera enlevée. Maintenant, ces démons ne sont pas très malins, parce qu'ils auraient dû se rendre compte que la curiosité est leur allié numéro 1. S'il ne s'était pas révélé, il est fort probable qu'elle aurait continué à essayer de résoudre l'énigme, et que quelqu'un aurait été coupé dans le processus. Rien ne vous ferait plus arrêter ce que vous faites que d'être hanté par un démon, et c'est pourquoi si c'était moi, je me serais débarrassé de cette chose dès que ça aurait été humainement possible. La décision la plus intelligente à prendre est de dresser une liste des personnes qu'on déteste le plus, de trouver qui a le prochain anniversaire et de lui envoyer anonymement un paquet cadeau par la poste. De cette façon, non seulement nous nous protégeons en abandonnant la boîte, mais nous obéissons aussi aux démons en nous assurant qu'ils ont quelqu'un d'autre à qui s'en prendre. Nous n'avons aucune idée des conséquences que cette énigme pourrait avoir. Alors la meilleure chose à faire est de contenter tout le monde, de leur trouver une nouvelle cible à terroriser et de reprendre le cours de nos vies avec un ennemi de moins à craindre.
C'est alors que sa sœur se réveille et qu'il porte la fille jusqu'aux toilettes publiques, soulagé qu'elle soit encore en vie. À l'intérieur, Matt commence à laver le sang et à nettoyer sa blessure. Mais alors qu'il s'apprête à partir, quelque chose d'étrange se produit. Sa vision se brouille et son reflet le fixe comme s'il était animé par un esprit qui lui serait propre. Soudain, les toilettes commencent à se transformer, s'étirant en un long couloir sombre, sans qu'il soit possible de s'en échapper. À l'extérieur, sa sœur remarque que la boîte à puzzle commence à se transformer en une forme différente. Elle n'a jamais rien vu de tel, et c'est alors que Riley entend son frère crier de douleur. Elle se précipite dans les toilettes pour le voir, mais ne trouve aucune trace de Matt. Le seul signe qui reste de lui est le sang qu'il a lavé dans l'évier, ce qui fait un sacrifice de fait, et il en reste 7. Riley appelle les services d'urgence et quand ils arrivent, l'ambulancier lui demande si elle était sous influence avant l'appel. Mais la femme ne s'en souvient pas. Elle est trop perturbée par ce qui se passe et traumatisée par la disparition de son frère. De retour à l'appartement de son petit ami, Riley s'approche de lui et se blottit immédiatement dans les bras de Trevor, terrifiée à l'idée de se retrouver seule. Il lui demande ce qui s'est passé et la jeune fille lui explique qu'elle a des hallucinations depuis hier soir, mais que ça doit être l'effet des pilules qu'elle a prises. Soupçonneuse, elle lui demande ce qu'il sait d'autre sur l'artefact. Il est tout aussi désemparé qu'elle, mais il connaît quelqu'un qui pourrait avoir les réponses. Plus tard dans la journée, il rencontre la propriétaire du conteneur dans une maison de retraite et Riley lui fait comprendre qu'ils sont au courant de l'objet qui y était caché. Incapable de mentir, la femme révèle que l'objet appartenait à son ancien patron, Roland Voigt, mais elle les avertit de cesser leur enquête sous peine de mourir comme lui. Trevor ne la croit pas et il insiste pour qu'ils partent, mais Riley sort l'artefact et le pose sur la table. En l'examinant, la femme est surprise de voir que sa forme a changé, et c'est alors qu'elle demande à la jeune fille si elle voit des démons. Riley est choquée, et la femme est sur le point d'en dire plus quand elle se met à tousser de façon incontrôlée. La jeune fille demande à son petit ami d'aller chercher de l'eau, mais dès qu'il quitte la pièce, la femme plus âgée s'empare de la boîte à puzzle. Elle insiste sur le fait qu'elle doit être rangée. Riley exige qu'elle la rende, et elle tente de la reprendre, mais soudain une lame sort, coupant le doigt de la femme. Horrifiée, la jeune fille recule au moment où son petit ami arrive. Mais Riley panique et insiste pour qu'il quitte la maison de retraite immédiatement. Elle est effrayée par le fait que la femme en savait autant sur la boîte, et elle part à la recherche de son mystérieux propriétaire. Pendant ce temps, la femme âgée est emmenée dans une chambre par le personnel infirmier, mais c'est alors qu'elle entend un bruit étrange à l'extérieur. Soudain, les lumières se mettent à clignoter et les murs de la pièce changent en s'éloignant d'elle. C'est terrifiant, et la femme se lève pour s'enfuir quand une créature défigurée passe devant elle. Elle cherche désespérément une issue, mais les démons l'encerclent, et ils lui coupent toute possibilité de sortie. Prise au piège, la femme implore pour sa vie, mais il est trop tard. Les démons sont venus réclamer leur prochain sacrifice, ce qui fait 2 victimes de moins, et il en reste 6. Ok, ça devient déjà incontrôlable. Nous venons de voir qu'il suffit d'une seule coupure pour que les démons apparaissent et vous entraînent en enfer. C'est une réalité terrifiante, mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme connaissait déjà les dangers de la boîte. Elle a même essayé de protéger cette fille en volant la boîte. Dans cette optique, il est clair que nous devons obtenir le maximum d'informations de sa part avant qu'il ne soit trop tard. Si j'étais Riley, au lieu de m'enfuir du bâtiment, j'aurais exigé qu'elle m'aide à trouver un moyen de sauver mon frère. La femme voulait clairement nous avertir du danger, et si nous savons que les démons vont s'en prendre à elle ensuite, alors nous avons une occasion en or d'utiliser cette femme comme appât. Maintenant, il est raisonnable de penser que la femme rejettera l'idée. Mais elle a déjà dit qu'elle était en train de mourir d'un cancer, et si elle doit choisir entre affronter les démons seule ou avec de l'aide, c'est une offre qu'elle ne refusera pas. Il est important de souligner que ces démons ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux, parce qu'ils ne peuvent enlever que des personnes qui ont été coupées par la boîte. C'est pourquoi si c'était moi, j'attendrais qu'ils viennent chercher la femme. Mais juste avant qu'ils ne l'emmènent, je leur demanderai de conclure un nouveau marché. On pourrait alors proposer un échange contre cette femme et mon frère en demandant combien d'âmes il faudrait pour les libérer. Aussi terrifiant que ça puisse paraître, il est fort probable qu'ils soient prêts à nous écouter. Parce qu'ils nous ont déjà donné le choix de les aider. Et tant que nous leur donnons ce qu'ils veulent, il ne nous reste plus qu'à négocier le prix. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une maison de retraite où des dizaines de personnes âgées sont à l'article de la mort et où gagner quelques mois sur leur durée de vie semble bien meilleur que l'alternative. C'est un acte de sang-froid, mais si nous ne continuons pas à leur fournir de nouvelles victimes, ils s'en prendront à nous. C'est pourquoi la tactique la plus intelligente est d'utiliser notre influence pour négocier, découvrir exactement combien de sacrifices ils veulent que nous fassions et s'assurer que nous obtenons ce que nous voulons sans mourir dans le processus. Ce soir-là, la jeune fille fait des recherches sur le propriétaire de la boîte et découvre qu'il collectionnait des objets occultes, mais qu'il a disparu il y a 6 ans. C'est alors que Trevor entre dans l'appartement, mais l'homme a de mauvaises nouvelles, expliquant que la femme de la maison de retraite vient de disparaître. Inquiet, il insiste pour qu'il se débarrasse de l'artefact, mais Riley révèle qu'elle a peut-être trouvé des réponses. La jeune fille lui montre un article indiquant que Roland est lié à 4 autres disparitions, et elle suggère que quand la boîte coupe quelqu'un, celui-ci disparaît sans laisser de traces. C'est ce qui a dû arriver à Roland, et elle est bien décidée à se rendre sur le domaine de l'homme pour en savoir plus. C'est alors que le petit ami de son frère l'appelle pour lui demander s'il peut venir lui parler. Mais la jeune fille réalise soudain que son ami a déjà quitté l'appartement et qu'il a emporté la boîte énigmatique avec lui. Elle se dirige à l'extérieur en le poursuivant et exige de savoir ce qu'il fait. Mais son petit ami lui fait comprendre qu'ils doivent s'en débarrasser avant que quelqu'un d'autre ne disparaisse.
Furieuse, Riley lui fait remarquer que c'est peut-être la seule chose qui peut les aider à ramener son frère. Mais la jeune fille va regretter d'avoir ignoré son conseil. Le lendemain matin, elle se rend au domaine de Roland et arrive dans un manoir entouré d'une gigantesque cage métallique. Elle s'approche de la porte d'entrée, mais elle est fermée à clé. Il ne semble y avoir personne à l'intérieur. Et la jeune fille regarde autour du bâtiment jusqu'à ce qu'elle trouve un trou assez grand pour qu'elle puisse y grimper. S'introduisant dans la maison, la jeune femme commence à explorer les lieux et trouve une grande pièce avec un étrange hôtel au centre. Elle allume les lumières une à une quand soudain une porte métallique se referme. Et la jeune fille réalise que non seulement il y a des interrupteurs pour les portes autour de la pièce, mais qu'il y en a aussi un qui contrôle la cage d'acier qui entoure le bâtiment. Cet endroit ressemble à un piège mortel, et Riley s'approche pour déverrouiller la porte afin d'avoir une issue de secours. Elle continue d'explorer le manoir et arrive dans une pièce où se trouvent des dessins des mêmes démons que ceux qu'elle a vus sur le terrain de jeu. Roland avait étudié les créatures avant de disparaître. En prenant son journal, elle découvre une vérité choquante. D'après ses recherches, ces créatures s'appellent les Cénobites, et elles sont convoquées dans notre monde par la boîte à puzzle. Mais une fois que la boîte a atteint sa configuration finale, elle peut être utilisée pour conclure un accord avec Dieu lui-même. Soudain, elle entend son frère murmurer au loin et va enquêter, suivant le son de sa voix jusqu'en bas. Mais elle est choquée de le trouver là, vivant et sain et sauf. Riley ne peut pas croire ce qu'elle voit, et elle se précipite immédiatement vers l'homme pour le prendre dans ses bras. Mais quand elle se retourne et se regarde dans le miroir, la jeune fille est horrifiée de voir que son dos a été arraché de son corps. Ok, cette fille n'a pas les idées claires. Elle vient de découvrir son frère dans le sous-sol du manoir d'un milliardaire, mais au lieu de trouver ça suspect, elle s'est précipitée pour le serrer dans ses bras. C'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire, et la fille aurait dû se rendre compte que ces démons essayaient de la manipuler. Son frère a disparu depuis plus de 24 heures, et il est extrêmement improbable qu'il ait disparu dans des toilettes publiques pour être retrouvé le même jour, indemne et seul, à l'intérieur d'un manoir abandonné. C'est très suspect, mais il y a un détail important qu'il faut garder à l'esprit. Tant qu'elle a la boîte à puzzle, c'est elle qui décide qui sera leur prochaine victime, et ça signifie que ces démons feront tout ce qu'ils peuvent pour qu'elle l'utilise. Nous savons déjà qu'ils peuvent entrer dans ce monde de deux manières différentes, soit physiquement en ouvrant un portail, soit sous forme d'apparition, comme dans l'ère de jeu. Ça signifie qu'ils utilisent probablement son frère comme moyen de pression pour amener la femme à faire ce qu'ils veulent. En gardant ça à l'esprit, nous devons supposer qu'il s'agit peut-être d'une ruse. Si c'était moi, au lieu de courir pour serrer l'homme dans mes bras, je m'avancerais et je le couperais avec la lame de la boîte à puzzle. Ça peut sembler contre-intuitif, mais si c'est notre frère, ça ne devrait pas l'affecter de la même manière, parce qu'il a déjà été coupé par ce couteau auparavant. Si ce n'est pas notre frère, alors il pourrait s'agir d'un démon, ce qui l'amènerait à révéler sa vraie nature, ou même à être ramené en enfer. D'après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous devons supposer que nous sommes constamment manipulés par ces choses. Et ça signifie que nous ne pouvons pas faire confiance à tout ce que nous voyons. Riley a réussi à trouver le journal du milliardaire, qui a manifestement consacré beaucoup de temps à l'étude de ces créatures. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il les a appelées Cénobites. Ce terme vient du grec cénobium, qui signifie couvent. Ce mot a été utilisé pendant des siècles pour décrire une communauté religieuse. Et quand vous commencez à examiner le langage utilisé dans le journal, il est clair que ces démons sont en fait des membres de leur propre religion. Si vous regardez ici, vous verrez que ce puzzle comporte un total de 6 configurations. En donnant à la boîte sa forme finale, nous obtiendrons une audience avec Dieu lui-même. C'est terrifiant, parce que si un groupe d'entités surnaturelles vénère Dieu, nous avons toutes les raisons de penser qu'il existe réellement. Cette religion est peut-être la meilleure arme que nous ayons contre eux, parce que les Cénobites sont manifestement de fervents croyants, ce qui signifie qu'ils sont fortement limités par les règles de leur propre système de croyance. Ça les rend beaucoup plus prévisibles, et c'est le moyen idéal pour commencer à chercher des failles à exploiter. Par exemple, si nous ne trouvons aucune preuve que les sacrifices doivent être humains, nous pourrions déjouer leur système en courant dans une animalerie, en achetant 6 souris et en les sacrifiant aux Cénobites. Comme ce sont techniquement des créatures vivantes, ça pourrait suffire à forcer les démons à accepter l'offre, et nous atteindrons l'étape finale de la boîte pour un rendez-vous avec Dieu sans qu'aucun de nos amis ne soit tué. Horrifié, Riley s'éloigne de son frère et tombe sur ses amis qui l'ont suivi jusqu'ici. Mais quand Trevor allume la lumière, Matt a disparu. C'était une hallucination. Et les autres insistent pour qu'elle rentre chez elle avec eux. Mais la jeune fille refuse. Elle est déterminée à trouver un moyen de sauver son frère. Et Colin dit aux autres de les laisser seuls pour qu'ils puissent parler. S'asseyant avec elle, il lui demande ce qui se passe. Et elle lui montre le journal expliquant que la boîte à puzzle est conçue pour conclure des accords avec le surnaturel. Ça signifie que si elle parvient à résoudre la configuration finale, elle pourra ramener son frère. Mais la seule façon d'y parvenir est de sacrifier quelqu'un. La boîte change de forme à chaque fois qu'une nouvelle victime est poignardée, et elle est sur le point de lui montrer l'artefact quand elle se rend compte qu'il a disparu. Pendant ce temps, les autres attendent à l'étage, et Trevor dit à la colocataire Nora qu'il doit aller aux toilettes, laissant la jeune fille seule. Curieuse, elle regarde autour d'elle et découvre un tableau électrique. Mais alors qu'elle essaie d'allumer les lumières, un passage secret s'ouvre dans le mur. La jeune fille décide de l'explorer, ce qui la conduit dans un tunnel secret. Mais alors qu'elle regarde autour d'elle, Nora entend quelque chose bouger au loin. Elle tente de faire demi-tour, mais soudain le mur se referme sur elle, et la femme ne parvient pas à l'ouvrir.
De retour dans la pièce, Trevor entend Nora lui demander de l'aider à s'échapper, mais aucun des deux ne réalise qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce manoir et qu'il a volé l'artefact. Se faufilant derrière elle, l'inconnu poignarde Nora avec la boîte et elle s'enfuit pour sauver sa vie tandis que l'homme la poursuit. Terrifiée, elle se jette hors de la porte secrète et ses amis se précipitent pour la trouver étendue sur le sol, la boîte à puzzle coincée dans son dos. Colin se penche pour la retirer, mais Riley les prévient immédiatement qu'ils doivent s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Le groupe transporte leur ami et la fille prend la boîte à puzzle, sachant que les Cénobites reviendront pour chercher leur prochaine victime. Dehors, les hommes transportent leur ami blessé dans le van, mais c'est alors que Nora mentionne qu'elle entend des cloches. Riley comprend que c'est un signe que les démons sont déjà en route, et elle saute dans le van, déterminée à s'échapper. Le groupe s'éloigne du manoir, mais au moment de partir, la boîte à puzzle tombe soudain sur le sol et commence à changer de forme. C'est exactement ce qui s'est passé avant que son frère ne soit enlevé. Mais personne ne réalise qu'il est déjà trop tard pour sauver leur ami. À l'arrière de la camionnette, la jeune fille observe la porte qui s'étire et les parois qui sont remplacées par des briques. La jeune fille comprend qu'elle a été kidnappée alors que des démons sortent de l'ombre, et Nora est terrifiée. L'un d'eux envoie des chaînes qui soulèvent la fille dans les airs, et Riley regarde dans le rétro juste à temps pour les voir tuer son ami. Ce qui fait 3 victimes de moins, et il en reste 5. Ok, ce groupe est foutu. Ces démons peuvent ouvrir un portail vers n'importe quel endroit, et même quand nous sommes en train de rouler, ils peuvent venir chercher leurs victimes. Ça change notre approche de la situation, parce qu'il est clair qu'il n'y a pas d'échappatoire, et que nous devons les affronter de front si nous voulons survivre. Maintenant, aussi terrifiant que ça puisse paraître, tout le monde aurait dû s'en douter dès leur arrivée au manoir. Tout d'abord, il faut savoir qu'un bâtiment comme celui-ci consomme beaucoup d'électricité. Et si un endroit aussi grand a été abandonné pendant 6 ans, il est impossible que l'électricité ne soit pas coupée par la compagnie d'électricité. Il est également extrêmement suspect qu'autant d'objets aient été laissés à l'intérieur, et non pas entreposés ailleurs. Alors que tous ces meubles doivent valoir une fortune. Le fait qu'ils n'aient pas été emballés ou vendus aux enchères suffit à nous indiquer que quelqu'un doit payer les factures de cet endroit, voire même qu'il y vit toujours. À ce stade, si nous savons déjà que ces Cénobites peuvent enlever quelqu'un n'importe où, nous ne devrions pas penser que mettre notre ami à l'arrière d'un van et de rouler est une précaution suffisante. Nous devons trouver un moyen de nous assurer que les démons ne vont pas l'enlever. Et c'est pourquoi si c'était moi, j'aurais forcé Colin à prendre la boîte et à s'asseoir à l'arrière en lui disant que quand les Cénobites arriveront, il devra menacer de frapper la tête de Nora et de la tuer. Ça semble extrême, mais nous savons déjà que ces démons ne veulent que des sacrifices vivants pour leur rituel, et qu'un cadavre ne leur est plus utile. La jeune fille va probablement mourir de toute façon, mais ça vaut la peine de tester l'idée pour voir comment les démons vont réagir à la menace. Leur religion ne semble leur permettre d'enlever que des personnes qui ont été coupées par la boîte, donc Colin et nous autres devrions être en sécurité tant qu'on promet de leur trouver une autre victime. Cette stratégie pourrait ne pas fonctionner, mais je prévoirais quand même une autre issue en armant la fille avec tout ce qui pourrait servir d'arme. Comme ça, même si nous ne parvenons pas à l'empêcher d'être enlevée, elle aura au moins de quoi se défendre pendant que nous nous éloignerons le plus possible du manoir. Paniqués, les survivants se retournent pour prendre des nouvelles de leur ami, mais ils découvrent avec stupeur que la fille a disparu. C'est terrifiant, et le petit ami perd le contrôle du véhicule, le faisant tomber directement dans un fossé. Le van est complètement coincé, et le groupe n'a d'autre choix que d'abandonner le véhicule. Mais c'est alors que Trevor suggère de retourner au manoir pour récupérer la voiture de sa petite amie. Colin refuse, estimant que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais alors qu'ils discutent, Riley aperçoit un pont. Elle trouve un plan et court vers le pont avec la boîte à puzzle, s'apprêtant à la jeter dans la rivière. Quand soudain elle entend un Cénobite lui dire d'arrêter. Un démon est apparu au loin, et la jeune fille insiste sur le fait qu'elle n'a jamais voulu que qui que ce soit meure. Mais le démon n'est pas d'accord, soulignant que Riley veut ressusciter son frère, et que la boîte n'a besoin que de 2 sacrifices supplémentaires pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle veut. Soudain, le puzzle commence à changer de forme et la poignarde dans la main. Le démon lui donne alors une nouvelle décision à prendre. Elle peut choisir d'être la prochaine victime ou de sacrifier quelqu'un d'autre pour prendre sa place. C'est un deal terrifiant. Et quand les autres arrivent, la créature a disparu. Les hommes remarquent que leur ami saigne, et ils l'aident à retourner au manoir. Mais alors qu'ils marchent, un portail s'ouvre au loin et un Cénobite en sort. Terrifié, Colin fixe le démon tandis que les autres courent vers la grille pour sauver leur vie. Ils parviennent à se mettre à l'abri en escaladant la grille, et leur ami tente de les rattraper. Mais il trébuche soudain. Il est trop tard pour s'échapper, et il tressaille de peur. Mais étonnamment, le démon passe devant lui et se dirige vers les autres, utilisant toute sa force pour pousser la grille contre le mur. Ils sont piégés, mais quand la créature réalise qu'elle ne peut pas tuer Riley, elle décide d'attaquer Trevor à la place. Il essaie de la repousser, mais le démon lui arrache une énorme bouchée du bras. Et la jeune fille a soudain une idée géniale. Elle utilise la boîte à puzzle pour poignarder la créature qui s'arrête, acceptant son sort tandis que des chaînes volent dans les airs. Elle transperce le corps de la créature et les survivants sont horrifiés de la voir se faire déchiqueter. Ils ont réussi à en tuer un, mais la boîte change de configuration, ce qui signifie que Riley n'a besoin que d'un dernier sacrifice pour réaliser son vœu. Ça fait 4 victimes, et il en reste 4. Colin arrive en courant et prévient ses amis que d'autres démons arrivent, et le groupe se dirige vers le manoir aussi vite qu'il le peut. À l'intérieur, il dépose Trevor sur le sol, et Riley appuie sur un interrupteur, fermant la cage métallique qui entoure la maison. Les Cénobites ne peuvent pas la traverser,
et les survivants sont en sécurité pour le moment. Mais il y a un problème. Le petit ami de Riley va se vider de son sang s'ils n'obtiennent pas d'aide, et la seule chose qu'ils peuvent faire pour lui est de ralentir l'hémorragie. Ils lui font un garrot avant de l'allonger sur un canapé, et Colin dit à la fille qu'il va chercher du matériel médical. Il s'en va en laissant la jeune fille s'occuper de son petit ami, sans se douter que quelqu'un d'autre la surveille déjà. Ok, c'est une info importante. Nous venons d'apprendre que nous pouvons tuer les Cénobites en les poignardant avec la boîte, et elle a aussi changé de configuration après la mort de la créature. Ça veut dire que ça compte comme un sacrifice, donc c'est la meilleure stratégie que nous ayons pour combattre ces démons. Maintenant, après avoir vu ce qu'ils ont fait à Nora, il est raisonnable de penser que le frère de Riley est déjà mort. Et comme ils ne nous ont montré aucune preuve de vie, il n'y a aucune raison de continuer à jouer le jeu. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que 6 Cénobites au total. Et si ce sont toujours les mêmes qui apparaissent, ça signifie probablement qu'il n'y en a pas une quantité infinie. Il est fort probable qu'il s'agisse d'une petite communauté de fanatiques religieux. Et si nous parvenons encore à tuer un seul d'entre eux, nous pourrons peut-être nous débarrasser de cet artefact une fois pour toutes. Aussi encourageant que ça puisse paraître, il y a un problème. Ce couteau n'apparaît que quand l'artefact se transforme dans sa prochaine configuration, et il se replie à l'intérieur une fois qu'il a fait couler le sang de quelqu'un. Ça signifie que l'un d'entre nous devra résoudre la prochaine énigme et prendre le risque d'être coupé par la boîte avant de pouvoir l'utiliser dans notre stratégie. La bonne nouvelle, c'est que Riley a déjà été blessée, et comme elle vient de conclure un pacte avec le diable, il est logique qu'il ne l'emmène pas tant qu'elle respecte son engagement de leur livrer leur dernière victime. C'est pourquoi si j'étais Riley, je ferais en sorte d'accepter leur marché, mais je sortirais avec l'artefact pour rencontrer la chef et lui demander d'aller chercher une autre victime à la place de mes amis. Ensuite, si elle nous laisse nous approcher suffisamment, je prendrai la boîte et je la poignarderai avec, en espérant que nous pourrons la piéger pour qu'elle devienne le dernier sacrifice. D'après ce que nous avons vu, c'est la seule Cénobite qui semble avoir des pouvoirs surnaturels, parce qu'aucun des autres n'a invoqué les chaînes. Elle est également la seule à avoir une plaque d'or spéciale dans la gorge, ce qui signifie que c'est un personnage important. Et c'est pourquoi elle doit être notre cible principale. C'est définitivement une stratégie risquée, mais nous devons utiliser tout ce que nous pouvons à notre avantage. Et à moins que nous ne soyons prêts à sacrifier un de nos amis, c'est le meilleur moyen d'arriver à nos fins. Plus tard, le groupe pense ses blessures, et Riley demande à son ami si les démons attendent dehors. Colin jette un regard et confirme qu'ils sont toujours là. Mais il souligne qu'ils ne peuvent pas rester ici indéfiniment. Trevor va mourir sans soins médicaux. Alors la jeune fille suggère que les hommes quittent le manoir ensemble et qu'elle reste en arrière. Elle sait que depuis que son sang a été pris par la boîte, les démons vont tout faire pour qu'elle sacrifie quelqu'un. Riley refuse de laisser ça se produire, et Colin promet de l'aider du mieux qu'il peut. Mais la vue de la boîte à puzzle donne à la fille une nouvelle idée ingénieuse. Pendant ce temps, quelqu'un s'approche du petit ami, et Trevor se rend compte qu'il s'agit de Roland Voight, le propriétaire du manoir. Le jeune homme s'excuse de l'échec de sa mission. Mais l'homme est furieux contre lui. Trevor a reçu l'ordre de sacrifier Riley à la boîte à puzzle et de l'amener ici. Mais il rassure l'homme en lui disant qu'elle coopère déjà et que le puzzle n'est plus qu'à un sacrifice de sa configuration finale. L'homme riche peut encore réaliser son souhait. Et Roland appuie sur la blessure de Trevor, exigeant qu'il termine la mission aussi vite que possible. Plus tard, Riley trouve une idée astucieuse pour transformer le puzzle en sa prochaine configuration. Et elle dit à son ami qu'il devrait attirer l'un des Cénobites dans le bâtiment. De cette façon, ils pourront utiliser les portes pour le piéger à l'intérieur, ce qui leur donnera l'occasion de le poignarder avec la boîte. C'est risqué, mais ça devrait transformer le puzzle en sa forme finale, et les démons les laisseraient enfin tranquilles. Une fois le plan établi, ils déplacent le petit ami vers le tableau électrique avant d'ouvrir l'entrée principale et de rétracter la porte métallique. Mais il y a un problème. Les Cénobites ne mordent pas à l'hameçon, alors Riley sort pour les affronter et demande à Pinhead de l'emmener, elle, à leur place. Les démons acceptent son offre et s'approchent de la jeune fille tandis que Colin la ramène dans le manoir. Voyant que leur plan fonctionne, Trevor rallume la cage et enferme une des créatures à l'intérieur de la maison. Le démon s'immobilise soudain et la jeune fille saisit l'occasion. Mais c'est alors que son plan tombe à l'eau. Le démon devient fou, courant à toute vitesse vers elle. Terrifiée, elle entraîne la créature à travers le manoir au moment où son petit ami actionne un autre interrupteur. Les grilles à l'intérieur du bâtiment commencent à se refermer et le Cénobite se retrouve coincé entre les grilles coulissantes. Mais Riley ne peut pas tuer la créature. La fille a laissé tomber la boîte à puzzle de l'autre côté de la porte, et Colin n'a d'autre choix que d'aller la récupérer. Le petit ami le fait entrer dans la pièce et le gars cherche l'artefact, mais il a disparu. Soudain, Roland le prend par surprise et le poignarde avec la boîte, faisant ainsi le dernier sacrifice de sang. Et maintenant, l'homme va pouvoir réaliser son vœu. Ok, c'est impitoyable. Roland est un expert des pratiques religieuses des Cénobites. On peut donc supposer qu'il savait qu'en poignardant le démon, il aurait pu avoir exactement ce qu'il voulait. Au lieu de ça, il a choisi de poignarder Colin sans raison valable. Et maintenant, la boîte à puzzle a atteint sa configuration finale. C'est vraiment pas cool, mais il y a peut-être une lueur d'espoir. Puisque nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifice aux Cénobites, ça change complètement le scénario parce que maintenant, la seule chose que nous devons faire, c'est de les empêcher d'enlever notre ami. Mais il y a un gros problème avec cette idée, parce que jusqu'à présent, notre seule stratégie d'autodéfense a été de poignarder ces créatures avec la boîte. Malheureusement, l'artefact a déjà atteint sa forme finale, ce qui signifie qu'il ne va plus pouvoir tuer les Cénobites, comme il l'a fait avant. Aussi terrifiant que ça puisse paraître, nous disposons en fait de toutes les informations nécessaires pour comprendre que ces créatures peuvent être tuées comme n'importe qui d'autre.
Il est important de souligner que ces démons doivent d'abord pénétrer dans notre monde pour nous enlever. Ce qui signifie que même avec leur pouvoir démoniaque, les Cénobites sont toujours liés à leur corps physique. C'est pourquoi quand chacun d'entre eux a été mutilé, nous pouvions voir clairement qu'ils correspondent parfaitement à notre propre anatomie. Cette observation met tout le monde sur un pied d'égalité, parce que s'ils sont liés par les lois de la physique eux aussi, nous pourrions essayer de l'utiliser contre eux. En analysant leur mutilation, nous pouvons voir qu'ils peuvent étirer leur peau et leurs muscles, mais les Cénobites dépendent toujours entièrement de l'intégrité de leur structure osseuse pour se déplacer. Ça signifie que la meilleure stratégie pour les combattre est de leur briser les os, pour qu'ils ne puissent plus marcher. Et s'ils ne sont plus en mesure de venir physiquement récupérer le corps de nos amis, alors ils ne pourront rien faire. Ça crée un nouveau problème, parce que nous sommes tous piégés dans ce manoir jusqu'à ce que l'un des deux camps abandonne. C'est une impasse totale. Mais il y a une dernière chose qu'on peut faire pour régler le problème. Si vous vous souvenez bien, Pinhead a dit à Riley qu'elle pouvait choisir la victime. Et même si Roland a poignardé son ami, elle pourrait utiliser cet échappatoire pour changer la personne sacrifiée. Si c'était moi, j'attendrais que le milliardaire soit distrait, je prendrais une de ses décorations et je l'assommerais. Ensuite, j'ouvrirai une des portes et je jetterai son corps à l'extérieur en disant à la chef Cénobite que nous avons choisi cet homme pour être le dernier sacrifice vers leur dieu à la place de Colin. Nous ne savons pas si ça fonctionnera, mais jusqu'à présent, le démon n'a jamais rompu d'accord. Et aussi risqué que ça puisse paraître, c'est peut-être la meilleure stratégie que nous ayons pour garder notre ami en vie. La jeune fille est choquée de le voir ici, et elle dit à son petit ami qu'il s'agit de Roland Voight. Mais l'homme révèle alors que Trevor travaille pour lui. Ça signifie qu'il était au courant de l'existence des démons depuis le début. Et elle est furieuse parce qu'elle se rend compte qu'il l'a piégée en lui faisant prendre la boîte. Soudain, l'homme riche se penche en hurlant à l'agonie, et Colin lui demande ce qui ne va pas. Roland explique que quand il a fait le vœu de ressentir un plaisir sans fin, on lui a intégré un appareil qui lui fait ressentir une douleur constante. L'homme espère qu'il pourra le faire retirer, et il avertit la jeune fille de ne pas se fier à ce que lui proposent les Cénobites. Soudain, le puzzle prend sa forme définitive, et l'homme ordonne à Trevor de faire entrer les créatures dans le manoir. Suivant les ordres, il appuie sur l'interrupteur et rétracte la cage métallique autour du bâtiment. Les démons arrivent, et Riley dit à son ami qu'il doit sortir d'ici avant qu'il ne prenne sa vie. De toutes ses forces, Colin sort de la pièce en courant et s'apprête à partir lorsqu'il aperçoit les Cénobites qui l'attendent à l'extérieur. C'est clairement un piège, et il n'a d'autre choix que de chercher une autre sortie alors que Trevor le poursuit. Colin descend et tente de semer l'une des créatures, mais il se retrouve coincé dans le sous-sol, et il est trop fatigué pour continuer à avancer. Pendant ce temps, le Cénobite observe une forme massive qui descend du ciel et plane au-dessus du manoir. Les survivants seront bientôt partis, et Pinhead entre dans le bâtiment avec l'intention de chercher sa prochaine victime, quand la grille se referme soudainement. Roland a actionné l'interrupteur pour se protéger, et il s'approche du démon, exigeant qu'il retire l'appareil. Ni l'un ni l'autre ne se rendent compte que Riley a compris qu'il y a assez d'espace pour qu'elle puisse se faufiler à travers la grille, et elle se glisse rapidement sous les jambes de la créature, se faufilant jusqu'à l'hôtel pour prendre la boîte à puzzle. C'est alors que Roland l'aperçoit, et que la jeune fille se précipite vers le tableau électrique, l'utilisant pour déverrouiller toutes les grilles. L'homme ne peut rien faire pour l'arrêter, et elle recule dans un tunnel secret, déterminée à sauver son ami. En bas, le Cénobite s'approche de Colin et invoque des fils d'acier qui s'enroulent autour de ses bras. Juste au moment où le petit ami Trevor les trouve. Après avoir entendu des cris, la fille descend en courant au sous-sol et se rend compte que Colin est sur le point d'être sacrifié. Elle refuse de le tuer et affirme qu'elle a le droit de sacrifier quelqu'un d'autre, ce qui signifie que son petit ami est le prochain. Terrifié, Trevor tente de lui arracher la boîte à puzzle des mains, mais la jeune fille le poignarde à la dernière seconde. Elle retire l'artefact de son corps et recule, horrifiée, tandis qu'il est entraîné dans une autre dimension. Ça fait 5 victimes et il en reste 3. À l'étage, Pinhead s'approche de Roland qui la supplie de le laisser mourir. Mais la créature insiste sur le fait que c'est impossible. Un vœu exaucé ne peut être annulé, mais il est autorisé à échanger son cadeau contre un nouveau. Il accepte, insistant sur le fait qu'il veut échanger le plaisir éternel contre le pouvoir. Mais ce sera sa plus grosse erreur. L'appareil tombe de son corps et l'homme est soulagé de ne plus souffrir, jusqu'à ce qu'une énorme chaîne jaillisse du ciel et lui transperce la poitrine. Il est tiré en l'air et le Cénobite lui explique qu'il va devenir l'un d'entre eux. Et il ne peut rien faire pour l'empêcher. Et ça fait 6 victimes de moins et il ne reste que 2 survivants. Une fois les sacrifices réclamés, les amis remontent à l'étage. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, ils se rendent compte que les démons les attendent toujours. Riley doit finir ce qu'elle a commencé. Et la jeune femme s'approche d'eux tandis que la créature lui demande ce qu'elle souhaite. Soudain, la jeune fille entend la voix de son frère. Et elle se retourne pour voir son fantôme qui la supplie de le ressusciter. Mais elle refuse. Riley sait qu'il s'agit d'une ruse. Et la créature accepte sa décision. En baissant les yeux, la jeune fille se rend compte que la boîte à puzzle est redevenue normale. Et que les Cénobites ont disparu. Tout est enfin terminé. Et les survivants quittent le manoir en ayant appris une précieuse leçon. Il faut toujours faire appel à John Constantine si on a un problème de démon. Mais qu'en pensez-vous ?
Comment auriez-vous battu Hellraiser? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.